Vous allez visiter le musée Silex. À Il y a Mons. moyen de descendre dans une minière du néolithique, donc une mine qui a été creusée À Mons, vous dites? à Mons. C'est juste près de la frontière, près de Maubeuge, un peu au nord de Maubeuge. Oui, donc tout est toujours en nord. Là, par exemple, ils nous avaient demandé de reconstruire, de refaire tout le processus d'obtention du nuage. Ouais. Donc on est parti du bloc de silex plein de craie, dans sa gangue de craie. Et en 3 minutes de film, on montre depuis le bloc de départ jusqu'à l'âge fini qu'on encastre dans le manche en bois. Mais la partie polissage, on ne l'a pas montré. Mais en fait, quand on a dû préparer pour ce tournage, on s'est rendu compte qu'en fait, tailler une hache, ça se fait en 1 heure ou 2, peut-être 3 heures. Allez, moi je vais dire 3 heures, 4 heures si je dois aller doucement pour ne pas la casser et faire attention. Pour des gens qui ne font que ça, ils allaient sans doute plus vite. Mais le problème, c'est que dans les dernières étapes, ils veulent les enlèvements les plus plats possibles, qui vont laisser une surface la plus régulière possible. S'il faut polir cette surface-ci, ben, il y a cette aspérité-là, enlever celle-là, celle-là, un peu celle-là et celle-là. Par contre, ici, si on veut polir pour faire disparaître ça, il y a 1,5 cm de matière en haut. Donc ça va leur demander énormément de travail. Donc ça veut dire que des haches qui n'apparaîtraient pas avec un beau rendu comme celui-ci, et encore, ici, ils renlèveraient sans doute des éclats comme ça, ils les rejetteraient avant polissage. Parce que le temps de polissage pour éliminer ces accidents-là est plus important que le travail nécessaire pour C'est refaire les une éliminer pour équilibrer la hache? nouvelle. C'est pour l'avoir plus solide. Ah d'accord. Mais donc si vous voulez... Parce que l'extrémité, là, Ouais. c'est une fragilité en fait. Oui et non, mais surtout on va les polir pour avoir un tranchant qui tient mieux et avoir une résistance, une meilleure diffusion des impacts. Parce que quand il y a des nervures comme ça, c'est toujours à ces niveaux-là que ça casse. C'est des amorces de... Mais donc, vous avez déjà un concept là aussi qui est excessivement industriel et moderne. C'est qu'on se rend compte que les archéologues trouvent rarement des haches qui ont été taillées et pas polies. D'accord. Et quand ils en trouvent des complètes qui ont été taillées et pas polies, les trois quarts très souvent, l'analyse, ils se rendent compte qu'en fait, il y a des négatifs d'enlèvement trop importants. Et donc, ce sont des haches qui ont été rejetées. Parce que les polir pour les amener à une hache bien polie aurait demandé plus de temps que de recommencer une hache et de la polir. Une hache bien faite et de la polir. Enlever les négatifs trop profonds occasionnait trop de travail. On est vraiment dans un concept tout à fait industriel comme de nos jours. Donc là, je vous ai montré le débitage de lamelles. On a vu le débitage bifacial. Et alors après, ben, les lames, ça peut être un outil en soi. Bon, ici, il faudrait le terminer, mais ça peut être un outil en soi. Par contre, les lamelles telles qu'on les a produites, ou les lames telles qu'on les produit, ça peut être un outil en soi, mais ça peut aussi être un outil qui nécessitera d'être touché. Donc ça va servir de support. Les lames vont servir très souvent de support pour élaborer d'autres types d'outils. Vous cherchez dans la cuisine. Oui, j'ai toujours trop de brol, moi, dans ce truc. Je prends toujours une foultitude de trucs. Et voilà. Donc, à partir des lames, on va pouvoir La cuisine. élaborer toute une série d'objets, d'outils. Comme par exemple des grattoirs. Le grattoir, c'est un outil où on a fait une série d'enlèvements sur le front qui va permettre de travailler comme un rabot. La lame peut être utilisée comme telle, comme un couteau. Donc on utilisera les tranchants bruts. On peut aussi l'utiliser et la façonner par des retouches pour faire ce qu'on va appeler un perçoir. Ben, c'est l'ancêtre de notre mèche de foreuse. Oui. Donc on va réaménager par des retouches, on va modifier la forme de la lame jusqu'à donner une petite pointe très aiguë qui va servir à forer. Et le dernier type d'outil, ne dites pas que je vais jeter, c'est le burin. Donc on va procéder à 2 enlèvements sur le côté de la lame, un enlèvement ici, un enlèvement là. Ça va nous dégager un petit bec très aigu. Oui. Et lui, ça va être l'équivalent de la gouge de l'ébéniste, Ah, pour creuser dans la... qui va permettre de travailler par creusement. Une utilisation type, ça peut être utilisé sur du bois ou d'autres usages, mais l'utilisation type du burin, ça va être pour faire du rainurage sur du bois de serre ou du bois de renne.
on fait 2 rainures qui se rejoignent aux extrémités, qui passent au travers de la section corticale du bois de serre jusqu'à la partie spongieuse, et puis on enlève des baguettes. On fait des aiguilles avec ça. Selon ce qu'on veut et la taille de la baguette, on fait des aiguilles, on fait des pointes, on fait des manches, on fait des tas de choses, on fait des perles, etc. Et donc avec ces 4 outils, la gouge, le grattoir, le couteau et le perçoir, on a grosso modo la base de la panoplie encore de toutes les boîtes à outils. À part les tournevis. Oui. Mais tous les outils classiques existent et sont là. Et donc ça apparaît déjà vers moins 30 000, on les a tous. Donc depuis cette époque-là, et après apparaît plus tard les... Voilà, tout ce qui est... Bon, les saguets, les projectiles de chasse vont apparaître très tôt. Vers moins 20 000 ans vont apparaître l'utilisation du propulseur pour lancer des saguets. Donc ça c'est... Donc la flèche existait dans l'arc, évidemment. La saguet existait avant l'arc. Alors le problème de l'apparition de l'arc, c'est... on le met vers moins 10 000. Certains archéologues le mettent plus tôt, mais on n'a pas de preuves convaincantes. Oui, on n'arrive pas à les retrouver, ça a été... On n'a pas, voilà. Ça a disparu. Oui, exactement. Même chose pour le propulseur, puisque en général, ce qu'on retrouve, ce sont des fragments de pointe et des crochets de propulseur. Alors ils vont dire, ouais, mais pour le propulseur, vous n'avez que les crochets et les pointes, ça ne vous gêne pas de parler du propulseur en disant tiens, il existe, mais on n'a que des éléments fragmentaires. Mais pour l'arc, ça vous gêne. Pour moi, le débat n'est pas le même, parce que quand on prend une saguet, ici celle-ci elle est équipée avec une pointe très usée en bois de serre, c'est une saguet que j'utilise en concours. Sur la même saguet, je peux allègrement monter une armature en silex qui sera utilisable comme flèche aussi. Donc la taille de l'armature n'est pas un critère suffisant pour moi. C'est quand même déjà bien travaillé ça quand même. Hein. Oui. Quand même. Elle a déjà souffert. C'est une démonstration. Hein, là. Elle est tombée, elle est passée par pas mal de mains. Elle a été. On met quelques heures à faire ça quand même. Non. Je vais dire une quarantaine de minutes. Enfin, t'as 20 ans d'expérience. Hein. Oui, mais j'ai pas fait que ça en 20 ans. Mais une Oui. fois qu'on maîtrise un peu les éléments de base, ça va raisonnablement vite. C'est comme tout, ce sont des techniques qui doivent s'étudier, qui doivent être maîtrisées, être comprises. Par exemple, ce matin, j'ai refait j'ai fait cette petite armature dans un cul de bouteille, ça c'est du verre. Donc là, on est plutôt dans une industrie type paléo-indien, type indien d'Amérique du Nord, ou aborigène australien, bien qu'ici le type de la pointe c'est plutôt Amérique du Nord. En fait, les Indiens au 19e siècle récupéraient les bouteilles abandonnées par les colons. Parce que le verre, c'est comme l'obsidienne, qui est du verre volcanique, ça travaille très bien. Après, la question, c'est que les 3 quarts du temps, par exemple, quand on a un fond de bouteille comme ici, il présente une face convexe, il présente une face concave. Donc il va falloir trouver le moyen, en mettant en forme, de sortir un produit rectiligne, le plus rectiligne possible. Salut Jean-Paul, ça va? C'est là que réside la difficulté, mais pas vraiment. C'est pas la difficulté plutôt dans la technique de gestion du support que dans la technique de taille. Il faut trouver le bon morceau puis préparer. Oui, et le bon morceau, il faut arriver à vraiment bien le peler, à bien tailler. Il faut orienter les zones où on sait qu'on peut enlever beaucoup. Démonstration, l'astuce, c'est d'avoir souvent beaucoup de matériel à montrer. Ah oui, et puis tu sélectionnes. Et parfois même, oui, soit on a une idée préalable. T'as préparé le TP. Soit on part à partir des attentes, des questions, quoi. Si, il y a une chose que tu n'as pas fait, c'est les pointes, l'extraction des pointes. Là, tu fais ça par pression. Ah, mais ça, je peux le faire. Oui. Voilà. Ah oui, ici, je reporte mon brossement, là. Bon, il faudrait faire des stages à Liège. Oh, mais on en fait pour les étudiants. Hein. Mais c'est toujours un peu une arme un peu à double tranchant, parce que c'est toujours... En fait, non. Les stages qu'on fait pour les étudiants, on les oriente sur la pratique de pas tant la taille. On les fait tailler, mais c'est davantage pour qu'ils comprennent le processus, comment on le trouve, comment voilà, on l'analyse. Et pour
faciliter l'analyse. Ouais. C'est pas pour faire de détailleur, parce que de toute façon, c'est pas en 3 ou 10 ou 15 jours qu'on devient un tailleur. Non, non, non. C'est un travail sur des années. Et devenir tailleur, c'est le pays où on n'arrive jamais. À 56 ans, moi je mesure, voilà, ici, Le reste, je mesure tout ce qui me reste à apprendre oui. et que je n'aurai jamais le temps d'apprendre parce que je suis déjà dans la deuxième moitié de ma vie. Voilà, ça c'est bon. Il ne faut pas se louper. Hein. Oui, oui, c'est ça. Et alors il y a... Parce que tu peux perdre Il y a une journée de travail sur un ça, mauvais coup. Quoi, hein. Ici, donc maintenant, Ouais. bon, ben, ça je vais devoir éliminer, mais ça pose pas de problème pour rectifier une forme régulière. Et puis ici, je vais devoir réaffiner. Il faudrait que tu aies plusieurs pièces, parce que si t'en loupes une, on est Mais embêté. c'est ce qu'on fait malheureusement, enfin c'est ce qu'on fait, je ne veux pas le cacher, je veux pas dire malheureusement, mais quand on fait un tournage pour un musée, quand ça nous est déjà arrivé quelques fois, Oui, c'est oui. qu'on s'arrange pour avoir suffisamment d'ébauches à diverses étapes, Pour avoir une sécurité. Oui. de manière, voilà. Mais Ça, t'inquiète pas, c'est ce qu'on fait dans l'informatique aussi. Oui, ah ben, je sais bien, c'est partout la même chose, c'est le principe même du cinéma. Hein. Le principe étant d'avoir suffisamment d'ébauches et assez proche que pour si on est de la casse à un moment, on ne recommence pas à zéro. Voilà, ça. Non mais rien qu'au bruit, Ah oui, rien qu'au bruit, on sait dire que le coup est bon, hein, avec un peu d'habitude. Et là, donc, on pèle la pièce, ça c'est typique des éclats qu'on enlève au percuteur tendre. Très plat, très large. donc ça répercute bien là, Ouais. en profondeur. Oui, et surtout on pèle la pièce, on pèle très bien la pièce. Bon, seul problème c'est qu'il faut avoir des serres pas loin. Oui, ou faire les brocantes. C'est souvent des vieux lustres hein, qu'on retrouve. Ah Des oui, lustres très kitsch, de l'use des morceaux de corne. de bois. D'accord. Les Bon, serres n'ont pas de cornes. Voilà, ici je retourne de caïf en pilates. C'est là qu'il faut que je... Bon, on a besoin d'un caméraman à Liège alors. Oh non. Pourtant on a du beau matériel. Hein. Ah oui. On a une caméra slow motion qui nous permet de travailler jusqu'à 40 000 images secondes. Donc ça te permet d'étudier le mouvement. Ah, on peut même étudier la propagation des ondes de fracturation. Ça je peux pas faire. Mais c'est des expérimentations où on fait 3-4 heures de film. Et puis de nouveau, on est reparti pour des jours d'analyse, quoi. Ouais, t'es parti pour un mois de... Ouais. Ah, c'est pas mal, un bon ouvrier quand même. Hein. Ça commence à être pas mal, on va pouvoir les chasser. Oui, ben il vient bien plat, mais il y a ici que je dois vraiment rectifier. Donc ici maintenant, ça, je vais devoir ramener ma pointe là. Il faut que je nettoie ça ici parce que ma ligne d'élimination là est belle. Celle-ci, je parle trop, je réfléchis pas assez, elle est pas belle. Elle était plus belle avant. Donc t'as pas amélioré le terrain. Hein. Non, mais c'est T'as pas pas beaucoup le droit. Pas beaucoup de droit à l'erreur, mais c'est pas perdu. Voilà, Ah ouais. ça c'est nickel comme coup. En fait, dans la feuille de laurier, par Non exemple, mais ils vont faut t'échauffer avant, ça doit être ça. dans la feuille de laurier, par exemple, c'est le genre de truc qu'il faut faire, c'est préparer tous ses coups pour avoir. Il part déjà de support plus plat hein, Mhm. et plus fin. Mais tous les coups doivent aller vraiment peler la pièce sur une grosse partie de sa surface. Tu te tapes jamais sur les doigts, non? Si, Si, ça arrive. si. Je vois les doigts, ils sont quand même pas loin. Ben, c'est surtout au début, avec le temps on s'y fait. Oui, ah bah, je pense que tu t'améliores après. Hein. Non, puis t'as des bons outils en cuir pour Ah, mais protéger la main, c'est bien ça. c'est l'expérience. Voilà. Bah, c'est comme parce que moi j'avais vu l'autre fois, tu t'étais coupé drôlement. Oui, mais ça Courant. saigne souvent parce que les mains c'est bien vascularisé, mais c'est rarement grave. Je n'ai jamais, j'ai jamais dû faire de points ou de choses comme ça, quoi. Bon, ici j'ai peut-être la solution pour l'éliminer. Voilà. T'es en train de nous faire un cimetière.
Ah, ça dépend de la pierre que. Toutes les pierres ne permettent pas tout. Ou, bah, Tu as des défauts sur les pierres. c'est contrairement à ce que disent certains tailleurs, pour moi ça fait partie de la taille du silex. Non, puis je vois que tu l'as bien arrondi aussi pour ton choc. Hein. Oui, mais il faut pour avoir une bonne surface de contact. En fait, contrairement à ce qu'on pense, on n'impose pas sa volonté à la pierre. On doit faire avec. Donc c'est plus un jeu, c'est pas un jeu de compétition. C'est plus un jeu de coopération avec la matière qu'un jeu de compétition avec la matière. On doit s'adapter à ce qui est possible et on doit gérer les accidents qu'on a créés. Voilà, ça c'est nickel. Ah, parce que t'es chaud là. Je sens que t'es plus chaud là. J'avais un gros accident là. J'avais un rebroussement, donc maintenant je retrouve de quoi faire un tranchant. Maintenant il me manque juste quelques régularisations. Ici je vais reprendre là, ramener ma pointe là et on considérera qu'il sera fini. Bon, je reviens demain 18h là. Oh, ça sera avant. En fait, Ah, puis tu la bien, tiens bien ta pierre sur la. Elle glisse ça. pas en fait. Hein. Quand on en a cassé quelques-unes. Tu maintiens une grosse pression sur la. Pas forcément. Non. Pas forcément, non, c'est pas... Bon, maintenant, il faut vraiment que je ramène ma pointe là. Donc, on est vraiment dans les dernières étapes. C'est vraiment... Maintenant, c'est plus du... C'est du cosmétique, quoi. On taille ton outil, chérie, pour ce soir, pour couper la viande. Parce que tu peux découper après. Hein. Oh, c'est pas avec un biface que je le ferai. Ça marche, hein, mais c'est pas... C'est pas parfait. Hein. Je préférais une lame. Ah oui, une longue... Même pas une longue lame. Un simple 5-6 cm de tranchant pour un mouton, ça suffit. Voilà. Ouais, là, on est vraiment dans l'étape finale. Hein. Et en plus, il a même une forme plus facilement manipulable que le précédent, parce que on fantasme aussi toujours sur les gros trucs. Hein. Il y a quand même des fantasmes masculins préexistants, hein, souvent. C'est plus facile à manier quand tu as un gros morceau, parce que non, pas la main se rapproche quand même. Hein. En fait, les 3/4 du temps, les outils d'ébéniste et de menuisier sont courts. Hein. Oui. C'est souvent plus intéressant d'avoir un outil court mais bien en main